Merci pour cet exposé. Alors, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous mettez votre approche en parallèle ou en contradiction avec celle de Benedict Anderson et sur la théorie des communautés imaginaires, et notamment sur le fait que ces communautés ou cette identité culturelle puisse être un projet politique relativement rapide, et le rôle joué par la littérature par exemple et les autres médias culturels. Oh, je me retrouve tout à fait dans l'œuvre de Benedict Anderson. Après, on peut discuter tel ou tel des détails, mais fondamentalement, je suis entièrement d'accord avec sa conception de la nation. Et en particulier par son insistance sur je dirais la dimension capitaliste de la nation, et notamment le rôle de l'imprimerie et ensuite des médias de masse pour au fond comment dire, solidifier et diffuser cet imaginaire ou cette communauté imaginée de la nation. J'insisterai aussi, peut-être plus qu'il ne le fait, si mes souvenirs sont bons, mais c'est un petit peu une colle que vous me posez, parce que je dois dire que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas lu le livre, mais j'insisterai peut-être plus. Peut-être parce que, comme tout un chacun, j'ai eu une éducation marxiste, j'insisterai peut-être plus sur le processus d'accumulation primitive de capital. Et je crois que dans ce passage de l'Empire à l'État-nation, et dans la définition d'une citoyenneté définie sur un mode ethno-religieux, l'enjeu du capital, et notamment l'enjeu foncier, est fondamental. Et on ne peut pas comprendre les opérations de purification ethnique, par exemple en Méditerranée orientale, si on n'a pas ça en tête. Le génocide des Arméniens, l'enjeu, c'était d'une part leur rôle commercial. Par exemple, en 1913-1914, il n'y avait que les musulmans n'étaient détenteurs que de 8% du capital dans l'Empire ottoman. Donc le génocide des Arméniens, ça n'a pas été une opération identitaire, ça a été une opération politique, parce qu'effectivement les Turcs, enfin les Ottomans musulmans, dans le contexte de démembrement de l'Empire, on estimait qu'ils se battaient le dos au mur, et que s'ils ne constituaient pas un territoire ethniquement ou religieusement homogène, il allait leur arriver ce qui était arrivé à leurs corréligionnaires aux Ottomans des Balkans, c'est-à-dire une opération de purification ethnique à leur encontre. Donc ça, c'était leur obsession et leur peur. Mais il y avait également une dimension économique, l'enjeu foncier. Il faut voir qu'aujourd'hui, le capitalisme turc, qui est assez vigoureux, comme vous le savez, repose sur une gigantesque opération de spoliation des biens cyniquement qualifiés d'abandonnés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Turquie est négationniste, parce qu'elle a évidemment peur de la revendication de réparation si elle reconnaît le génocide des Arméniens. Alors il y a eu le génocide des Arméniens, mais il y a eu également l'échange de population avec les confiscations des biens grecs, et cela a commencé avant même la Première Guerre mondiale, notamment sur la mer Égée. Et aujourd'hui, dans le Sahel, ce n'est pas une guerre identitaire. Le djihad, c'est une guerre politique, mais surtout une guerre sociale, dont l'enjeu est la terre et les relations très complexes des pasteurs et des agriculteurs, dans un contexte de pression démographique, dans un contexte de titrisation aux deux sens du terme, à la fois financier et enregistrement de la terre, qui évidemment remettent en cause tous les droits d'usage acquis. Et puis également dans un contexte de mémoire traumatique, de mémoire traumatique de l'esclavage. Par exemple, dans les conflits dits identitaires entre Dogon
et Peul, la mémoire de l'esclavage est très présente. Et le leitmotiv des deux Gonzes, c'est de dire nous ne redeviendrons pas vos esclaves. Donc, je serais plus attentif peut-être que Benedict Anderson à cette dimension de l'économie politique de la nation. Mais le livre de Benedict Anderson reste une référence très très utile, y compris dans deux de ses prolongements. Le premier, c'est cette notion de nationalisme de longue distance, hein, c'est-à-dire le rôle des diasporas dans la revendication nationaliste. Alors ça, on le voit très bien avec les Tamouls, avec les Sikhs, avec les Irlandais. Hein, l'ERA a été porté pas par les Irlandais d'Amérique du Nord et financé par les Irlandais d'Amérique du Nord. Donc cette notion de nationalisme de longue distance est très intéressante. Et puis dans la dernière édition, je ne sais pas l'édition que vous avez lue, mais dans l'édition augmentée de la communauté imaginée, vous avez un chapitre très intéressant qui montre comment la communauté imaginée a été imaginée par les colonisateurs eux-mêmes, hein, dans un premier temps. Et comment le colonisateur a fabriqué de l'Indonésie, enfin ce qu'allait devenir de l'Indonésie, a fabriqué, alors ça il ne faut pas le dire à nos amis algériens parce que ça les énerve, a fabriqué de l'Algérie. C'est-à-dire que l'imaginaire national algérien a été en partie élaboré par les Pieds Noirs ou par l'armée française. Et ça, ce sont des choses que vous retrouvez également en Afrique subsaharienne. Ce qui renvoie à un grand débat de sciences sociales, qui est notamment dans le courant des études, enfin des subaltern studies qui traitaient de l'Inde. Vous aviez à l'intérieur même de cette école d'historiens, vous aviez un débat. Les uns disaient que la colonisation avait été une domination sans hégémonie, et les autres, notamment Chatterjee, disaient qu'il y avait une hégémonie coloniale, et que cette hégémonie coloniale a été reproduite par le nationalisme. Et je pense que Chatterjee a raison, et que la communauté imaginée de la nation est très largement un produit de la colonisation.